Retour sur le plateau de Smart Job pour notre cercle RH, un cercle consacré aujourd'hui au secteur de la restauration. Après des mois de fermeture, il retrouve peu à peu ses clients. Depuis hier, fin des jauges, fin des tables aussi limitées à 6 personnes, un retour presque à la normale, sauf que le personnel manque à l'appel. Pour parler de cette pénurie de main-d'œuvre à laquelle sont confrontés de nombreux restaurateurs, je reçois Thierry Grégoire. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, mais chez les saisonniers, c'est bien ça. C'est la première organisation professionnelle du secteur. Je reçois également Florent Malbranche. Bonjour Florent. Bonjour. Vous êtes cofondateur et PDG de Brigade. Brigade, c'est le spécialiste de la mise en relation en fait entre les indépendants et les employeurs dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et vous avez récemment ouvert une nouvelle spécialité autour de la santé. Exactement. Adaptée totalement au contexte sanitaire actuel. C'est une bonne opportunité pour nous. Je reçois également enfin Laurent Villa. Bonjour Laurent. Salut, bonjour. Vous êtes président du groupe RX Clave. Tout à fait. Nouveau nom depuis peu d'ailleurs. Oui, on change, on s'adapte au marché. Le marché est en pleine performance en ce moment, on est très content, mais on est obligé d'être mobile sur le plan stratégique. Vous allez nous en parler, c'est très connoté digitalisation. Avec plaisir. Vous avez 15 restaurants, c'est ça, 10 ouverts actuellement. C'est ça, 5 en cours d'ouverture, 3 usines alimentaires, une dizaine d'hôtels et un gros plateau digital. Et trois marques emblématiques. Oui, 3 marques emblématiques, surtout le programme RXit, qui arrive notamment sur Paris en livraison à domicile avec un gros partenariat avec coursier.fr, puisqu'on aura à disposition 600 livreurs à partir du 15 septembre sur notre écosystème de livraison, qui est très vertueux sur circuit court. Puis on a le label Tribeca, qui représente aujourd'hui une quinzaine de brasseries en propre, sur lequel on a à peu près 500 salariés, et le label RX Production, qui est notre label industriel. Je vais commencer avec vous, Thierry Grégoire. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les restaurateurs ? Les restaurants ont rouvert depuis le 19 mai les terrasses. Ensuite, en intérieur, jauge, fin des jauges. Où est-ce qu'on en est ? Les restaurateurs, les cafetiers, les discothécaires, les hôteliers, tout ça, c'est le même secteur. Oui. Donc, c'est un secteur qu'on ne dissocie pas. L'état d'esprit, déjà, c'est la fin du tunnel. Après, sur le secteur de la discothèque, on est encore dans l'attente. C'est le 9 juillet, l'ouverture. Écoutez, globalement, tout est fait pour qu'ils réouvrent, en tout cas ceux qui voudront ouvrir. Le secteur, après 15 mois de confinement, c'est une épreuve psychologique pour tout le monde. Notre secteur, comme tous les secteurs, comme tous les Français. Ça a été aussi un moment où nous, on a eu presque 10 mois de confinement. Le chef d'entreprise que je suis, parce que j'ai aussi 5 hôtels et 2 restaurants sur Toulouse, 70 salariés. C'était dans quel état on allait retrouver nos collaborateurs à la réouverture. On a rouvert le 2 juin, on a refermé fin octobre, on a eu cette longue période d'incertitude, parce qu'en fait, c'est l'incertitude qui a pesé pour les chefs d'entreprise que nous sommes, cette ère de perspective. Donc voilà, on réouvre. Après, c'est vrai qu'il y a un énorme appel d'air, une appétence des Français à retrouver leurs espaces de liberté que sont les restaurants et les bistrots. On a bien évidemment les difficultés de recrutement qu'on a, mais c'est un secteur en tension depuis 10 ans, 200 000 emplois, 100 000 non pourvus. Donc, on a ce qui est venu complexifier ces difficultés de recrutement aujourd'hui, c'est véritablement que pendant cette période d'inactivité, nous avons aussi des collaborateurs, comme des chefs d'entreprise d'ailleurs, qui ont recouvré une vie de famille le soir, qui ont trouvé une activité le week-end plutôt calme, contrairement à ce qu'ils font d'habitude. Et ce qui fait que certains ont quitté aussi le secteur, ce qui est assez légitime, je trouve. C'est chacun fait ses choix de vie. Mais nous, on a un secteur d'activité, je pense que on ne se contredira pas les uns les autres. C'est que nous, on travaille quand les gens sont en vacances en week-end. Et ça, c'est une donnée qui ne changera jamais. Après, la chance de cette période, pour moi, 15 mois, c'est que la digitalisation est devenue quelque chose qui est connu par tous. Plus personne ne se pose la question de ce que c'est des réunions digitales, et ce sont des outils qui doivent être au service des ressources humaines et de l'emploi. Pour ça que nous, dans mon organisation, on a mis en place une plateforme RH Total, labellisée par le ministère du Travail et la DGT. Alors nous, on prône vraiment le salariat. On a bien vu aussi que le salariat était quand même un cadre juridique le plus protecteur avec l'activité partielle. Et je terminerai là-dessus pour répondre à votre question. Pour moi, le plus difficile, j'ai toujours considéré que l'activité partielle, c'était bénéfique, mais c'est aussi une drogue dure. Et en fait, si on a aussi un déficit de recrutement aujourd'hui, c'est probablement que nous avons des collaborateurs qui ne veulent pas reprendre tout de suite, pour des raisons X, Y, et ça, c'est le plus difficile. Et on a un appel d'air de besoin qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément Pôle emploi. Alors après, on aime, on n'aime pas Pôle emploi. C'est plus d'1 million aujourd'hui d'offres d'emploi sur les sites, et on a toujours des difficultés. Et après, c'est très disparate. Après, la politique salariale d'une entreprise est à la main du chef d'entreprise, les conditions de travail aussi, même si elles évoluent. Moi, j'ai pas de difficulté de recrutement, d'autres collègues en ont.
Voilà, c'est aussi disparate en fonction des territoires. Il y a des pics de saisonnalité qui font que là, sur les zones littorales, c'est extrêmement tendu. Là, on a le plus de difficultés, c'est tous les métiers dits qualifiés de cuisiniers qui sont les plus durs aujourd'hui à recruter. Voilà, après, on a toujours ces freins de la mobilité, du logement qui sont inhérents. Mais toutes les solutions qui sont mises en place aujourd'hui, je pense, doivent concourir à accompagner les chefs d'entreprise à pouvoir trouver des collaborateurs, parce qu'on voit trop d'entreprises qui, malheureusement, sont obligées de fermer par des déficits de collaborateurs dans l'entreprise. Voilà, mais en tout cas, pour répondre à la question, oui, c'est une bonne chose qu'on réouvre, c'est rassurant, même si tout n'est pas sécurisé. Voilà. Parce qu'il y a la rentrée où ce sera un petit peu l'heure de vérité, Laurent Villard. Oui. Comment ça se dessine finalement? On le sait, la fin du chômage partiel. Bon, pour l'instant, on reste à 84% jusqu'à fin août. Non, c'est 60 à partir du 1er juillet, 52 à partir du 1er août et droit commun 36%. Donc l'échéance arrive. Vous parliez de drogue dure, la perfusion va être retirée. Bien sûr, c'est en fait. Elle sera diminuée. Pour moi, il faut aller beaucoup plus loin que cela. Au niveau social, on a un système archaïque. Le code du travail aujourd'hui est archaïque. Les contrats de travail sont archaïques. Il faut profiter de cette réforme et de la digitalisation, notamment grâce au Covid, parce que le Covid peut être un vrai accélérateur si on est intelligent et performant. Pour moi, nos employés sont sous-payés. Quand vous avez un collaborateur à 1 200 € net par mois qui fait beaucoup d'heures, c'est quand même dans le métier de la restauration ou dans l'industrie dans lequel je suis, ou pour même la promotion et la construction, les gens sont sous-payés, les jeunes sont sous-payés. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, j'ai 400 recrutements à faire pour le prochain semestre. 400 personnes à recruter. Effectivement, je ne les trouve pas. Mais je ne les trouve pas parce qu'au fond, les gens n'ont plus envie de travailler parce qu'ils ont été, d'accord, aidés et ponctionnés, aidés par des subventions, chômage technique, etc. Mais il faut revaloriser le salaire des jeunes. Et pour revaloriser le salaire des jeunes, il faut aider les entreprises à avoir moins de charges, il faut faire du forfait sur l'URSSAF, il faut pouvoir aujourd'hui déplafonner les primes, donner des incentives, il faut libérer le travail par la valorisation, la méritocratie. Il y a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On doit gouverner dans le détail, on doit vraiment travailler pour aider les jeunes. Moi, j'ai 7 enfants, je peux vous dire que c'est très difficile d'aller trouver de l'emploi. Quand vous gagnez 1 200 € par mois et qui regardent à la télé des jeunes qui font de la télé-réalité et qui gagnent 30 000 € parce qu'ils font des tweets, c'est juste pas la réalité du travail. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc, aujourd'hui, moi, j'essaye d'aller plus en profondeur. Nous, dans une entreprise familiale, on sera au-delà de 1000 salariés l'année prochaine. On essaye de créer un ADN, une culture, de bien payer nos gens. Mais je pense qu'au-delà de la subvention, il faut réformer le code du travail, il faut réformer les charges sociales, réformer les taxes, mais non pas pour que l'entreprise gagne plus. L'entreprise gagnera plus si les employés gagnent plus. Si les employés gagnent plus, ils consommeront plus. Comprenez? Donc, il faut aujourd'hui arrêter la polémique, arrêter la cistana, aller sur la méritocratie et pouvoir dire, toi, tu as été performant, je te donne une prime, c'est normal. Et si tu as été performant, tu as construit l'entreprise, tu as le droit aux bénéfices. C'est la stratégie qu'adoptent de nombreux pays. Certains valorisent une prime à l'embauche pour justement attirer de nouveaux talents. Sauf que vous le disiez, Thierry Grégoire, c'est que la pénurie, elle n'existe pas depuis hier. Non, c'est en profondeur. Depuis de nombreuses années. Et quand Elisabeth Borne, la ministre du Travail, appelle à s'interroger sur l'attractivité des métiers, ce n'est pas nouveau non plus. Vous avez ce sentiment-là aussi, Florent Malbranche, qu'il y a quelque chose, peut-être un modèle à réinventer? Déjà, ça me fait très plaisir d'entendre ce que je viens d'entendre. Parce que Brigade, c'est une entreprise à mission. Et la mission de Brigade, c'est de valoriser le travail et de le rendre accessible à un maximum de personnes. On a démarré par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration parce que, comme Thierry le disait, c'est un secteur qui connaît une pénurie de personnel depuis des années, des décennies, en fait, depuis toujours. Parce que ce sont des métiers difficiles, parce que ce sont des métiers qui, en effet, doivent être exercés au moment où l'ensemble de la population, en fait, ne travaille pas, en vacances, le soir, la nuit. Ce sont des horaires, c'est de la pénibilité. Ce sont des métiers qui sont physiques, sont des métiers qui sont difficilement compatibles avec une vie de famille. Donc généralement, on sort de l'industrie, c'est-à-dire qu'on forme des gens qui, en plus, 5, 6, 10 ans après, vont aller travailler dans un autre secteur. Donc tout ce que je viens d'entendre, en fait, me fait extrêmement plaisir. Nous, le parti pris qu'on a, c'est de se dire, justement, le modèle salarial est très bien, il sécurise, il apporte un cadre, et c'est d'ailleurs le socle du modèle social français. Il y a probablement des réformes à apporter. Moi, je ne suis pas là pour juger cette partie-là. Nous, on a envie de dire, aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de travail qui se développe, c'est le travail indépendant.
Le travail indépendant, il répond à plusieurs choses. Un besoin de reconnaissance, un besoin de se représenter soi-même, c'est-à-dire que ce sont mes compétences, ce sont mes savoir-faire que je vais aller proposer moi à d'autres entreprises. Et c'est accéléré par le développement des plateformes numériques comme nous. On a de la chance en France d'avoir des plateformes françaises comme Brigade et d'autres qui aujourd'hui proposent justement de simplifier, de sécuriser ces mises en relation. Il faut capitaliser là-dessus. Il y a un chiffre qui m'a toujours frappé, c'est que nos utilisateurs nous disent « sans vous, j'aurais quitté le secteur ». Et c'est à peu près 70% de nos utilisateurs qui déclarent ça, parce que je peux choisir mes missions. Où est-ce que je vais travailler? Je suis mieux payé. Je peux travailler plus. D'ailleurs, je suis aussi mieux payé parce que je peux travailler plus si j'ai envie. Je suis dans un cadre qui est un petit peu plus tracé. Donc, on en finit avec je suis au SMIC à 1 200 €, 35 heures, et en fait, j'en fais 50. Je multiplie les expériences, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sécuriser plus le travail indépendant. Donc là-dessus, on est d'accord. Il y a des travaux qui sont en cours, on en parlera peut-être. Et il faut valoriser ses savoir-faire, ses compétences et utiliser le numérique pour le faire. Parce que moi, en fait, je me place plus du côté travailleur que du côté entreprise. Mais à la fin, comme Laurent le disait, ça va servir les entreprises. La flexibilité du travail est bonne, mais il faut aussi penser à nos cadres, à nos managers, qui, eux, ne peuvent pas avoir des emplois en contrat de service ou prestation de service. Et là, on revient à un autre problème de fond qui n'est jamais traité, c'est la formation. Aujourd'hui, nous... C'est un point aussi sur lequel on peut jouer. D'ailleurs, il y a des pays qui essayent de repenser la formation. Mais la formation, c'est à l'entreprise de le faire. Moi, je passe mon temps à former des jeunes. D'accord ? Mais on n'est pas subventionné, mais on ne veut pas de subvention. On veut juste pouvoir embaucher des gens sans forcément payer des taxes tout de suite, leur donner un contrat d'apprentissage en interne. Il existe des systèmes, mais ils ne sont pas bons, ils ne sont pas assez flexibles. Vous prenez des contrats d'apprentissage en France chez nous, si la personne n'est pas performante, elle est absente, elle est en maladie en permanence, vous ne pouvez pas travailler avec ces gens-là. Il y a une réforme aussi absolument importante à faire sur les accidents de travail, les arrêts de travail, les arrêts maladie. Tout ça, ça sclérose le métier. Aujourd'hui, nous, la peur des entrepreneurs, c'est quoi? C'est que quand vous finissez votre période d'essai, on va dire, allez, 15% des contrats, et heureusement, ce n'est pas la majorité, ils sont en CDI confirmés, ils se mettent en maladie. Ils se mettent en maladie pour quelle raison? Et aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Et c'est l'employeur qui paye ça. Et c'est l'État, c'est la communauté qui paye ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans le détail. Et OK, on va massifier, on va créer des normes européennes, françaises, etc. Mais il faut rentrer dans le détail du travail. Nous sommes dans un système archaïque. Donc pour vous, ce n'est pas uniquement l'attractivité. Bien sûr que non. Il y a des caractéristiques structurelles qui ne changeront pas. On est d'accord. On travaille le soir, les week-ends. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on soit performant, si vous voulez que la France soit performante et productive, on parle de réintégration industrielle. J'ai 3 usines, dont une usine de 4000 m². Donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on a des employés qui ne sont pas formés, on a des employés qui sortent des écoles qui savent ni lire ni écrire, on a un problème d'apprentissage, on a un problème d'éducation, on a un problème de civisme. C'est tout ça qu'il faut changer. Si vous voulez améliorer la productivité individuelle, l'attractivité des entreprises, faire plaisir à vos jeunes qui soient mieux payés, il y a un réel travail de fond. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est urgent. Il est urgent, socialement parlant, de réagir et d'avoir à un moment donné au gouvernement des chefs d'entreprise qui ont une expérience et qui, sans aucune polémique possible, soit de droite, de gauche, mais qui est de dire OK. Encore une fois, je dis, moi j'ai beaucoup d'enfants, j'ai le plaisir d'avoir eu beaucoup d'enfants dans ma vie, je pense à eux. Alors sans parler du green, du circuit court, de l'écologie, etc. Mais je pense à eux, je pense à leur demain et je pense à leur marché du travail. À 1 200 balles par mois aujourd'hui, vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas vous payer votre téléphone portable, vous ne pouvez pas vous payer un loyer, qu'est-ce qui vous reste? Et en plus, vous allez vous taper des heures à fermer à 1h du matin dans mon métier. Et vous ne venez plus. Non, mais j'ajouterais même là-dessus que c'est un vrai sujet de valorisation de ces métiers. Oui. En fait, nous, on a tous parlé des métiers de la première ligne là, pendant ce fameux premier confinement. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Comme vous le disiez, on est dans 2 secteurs, hôtellerie-restauration et soins et santé, qui sont quand même les 2 secteurs qui ont été très impactés pour des raisons évidemment extrêmement différentes. Nous, on a des milliers d'indépendants cuisiniers qui sont allés travailler dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, dans des hôpitaux. Personne leur a dit merci. Et aujourd'hui, on ne les voit plus. Donc en fait, c'est même pas un problème d'attractivité, c'est juste que ces métiers, il faut les mettre en avant. Il faut montrer qu'on en a besoin. Justement, on parlait de la reconversion. Est-ce que c'est uniquement une question de rémunération ?
en réalité. Non, mais je pense que j'entends tout ce qui est dit. Et moi, je trouve que je suis le négociateur patronal dans la branche HR. D'abord, la rémunération, l'est à la main des chefs d'entreprise. Moi, je paye largement au-dessus des minima conventionnels. Charge ou pas charge, je paye au-dessus parce que je veux avoir des collaborateurs de qualité. Motivé, c'est de la motivation, c'est de l'engagement. Et parce que je partage la valeur. Je veux partager la valeur. Si on crée de la valeur, on crée de la valeur. Après, bien évidemment, vous savez, la réforme du Code du travail, les partenaires sociaux, le paritarisme, on arrive à la fin. Et c'est moi qui le dis, et je suis peut-être celui le plus légitime à dire tout ça. Je n'arrête pas de dire qu'on arrive à la fin d'un système, pas pour tuer le système. Il faut aujourd'hui que dans la valeur travail, on arrête aussi de rémunérer les périodes de non-activité qui sont aujourd'hui trop largement rémunérées. Ce qui fait qu'il n'y a plus de différence entre quelqu'un qui ne travaille pas et qui touche une indemnisation de chômage et quelqu'un qui travaille. Exactement. Donc déjà, le quoi qu'il en coûte était une erreur pour vous? Non, le quoi qu'il en coûte, c'est encore un autre sujet. L'activité partielle, elle a permis de mettre jusqu'à 12 millions. Vous savez, avant le 17 mars, il y avait 1500 salariés par mois qui étaient en activité partielle. On est monté à 12 millions. Ça a été fait. Bravo là-dessus. C'est très bien, etc. C'est un dispositif du Code du travail qui existe depuis 30 ans, tant mieux. Après, les choses doivent évoluer. Contractuellement, il y a plein de choses qui doivent... Notre secteur d'activité, je prends HR. Et nous, on avait fait cette étude à plusieurs reprises, notamment avec l'Institut Montaigne. 50% des salariés de notre secteur sont des gens qui ne font que traverser le secteur et qui ont moins de 30 ans. C'est la fameuse génération Z dont tu disais tout à l'heure. C'est pas forcément une vocation? Pas forcément une vocation, parce que souvent, ce sont des étudiants qui viennent, notamment les saisonniers, etc. Ces jeunes-là, aujourd'hui, quand tu les interroges, ils te disent, et moi je pense c'est le CDI aujourd'hui qu'il faut, ils ne veulent pas forcément un CDI, ils veulent choisir leur rythme de travail. Ils veulent partir en week-end avec leurs copains, leurs copines, et donc ils attendent du CDI, il y a deux choses qu'ils attendent. Un, c'est le seul contrat de travail aujourd'hui qui permet d'avoir un logement et d'avoir des prêts bancaires, c'est le CDI. C'est aujourd'hui de cette négociation, elle doit être portée là. Le coût du travail, bien évidemment qu'il faut l'abaisser. Alors il est déjà à zéro sur les premiers salaires, mais c'est là où il faut remettre tous les dispositifs à plat. La partie d'assurance chômage, la seule chose que le gouvernement et ceux d'avant amènent dans les secteurs d'activité qui utilisent, et c'est inhérent à notre activité, nous on n'a pas une activité linéaire, on commence pas à 9h, on finit pas à 17h, on a des pics d'activité, donc on a besoin aussi de ces multiplicités de contrats courts. Qu'est-ce qu'on en fait pour le moins les utiliser? Eh bien on les taxe. C'est-à-dire qu'on est encore dans une société qui est archaïque, qui savait un peu comme à l'époque, 80% des Français doivent avoir le bac. Et c'est 80% des Français doivent avoir la norme, c'est le CDI. Non, la norme, c'est pas le CDI parce que c'est ce que la disait sécurité de l'emploi, Borne sur la parce que réforme plus de l'assurance personne ne chômage. aura le même contrat dans la même entreprise pendant toute sa carrière. Aujourd'hui, la digitalisation, ce n'est pas un ennemi. Il faut que l'homme et la femme restent au milieu des systèmes, mais il faut mieux réorganiser les systèmes. Et aujourd'hui, de l'argent dans ce pays, il y en a. Il faut juste qu'il soit bien utilisé et qu'on redonne du sens à la valeur travail, qu'on redonne du sens au partage de valeur. Je ne suis pas très populaire quand je dis ça dans une entreprise. Quand je dis qu'il faut partager la valeur. Mais les nouvelles générations, je pense... Vous faites ressortir ce problème de génération que beaucoup partagent sur ce plateau. Oui, mais vous savez, la génération Z, et là, moi je dois être la Y, je crois, j'ai 52 ans, donc je dois être dans la Y. J'ai été salarié avant d'être chef d'entreprise. J'ai toujours dit, le jour où je serai chef d'entreprise, je ne ferai pas ce que j'ai subi quand j'étais salarié. Donc je fais le contraire. J'essaye de créer du collectif. C'est du collectif dont on a besoin. Et partager la valeur, c'est pas dire, tu travailles, moi je prends tout pour moi, etc. Non, on est en train de réfléchir aussi. Comment on peut réintroduire la part de variable dans le service, cette notion de service. Mais tout ça, aujourd'hui, vous avez en face de vous des volontaristes dans la politique, mais on est un pays, et on a bien vu, et j'en terminerai là-dessus, c'est juste pour que vous ayez bien ça en tête, l'échec de cette période pandémique a montré que l'hypercentralisation, l'hyperadministration de ce pays, c'est notre pire ennemi, notre pire cancer. En fait, c'est l'hyperadministration centralisée qui aujourd'hui détient le pouvoir dans ce pays, et c'est eux qui créent les normes successives et l'empilement du millefeuille. Il faut qu'on remette du lien, de la liberté et du dialogue, et là il faut des chefs d'entreprise, il faut des politiques, parce que ceux qui ont le pouvoir légitime, en fait, c'est pas dire on veut moins de droits. On a quelque chose, tu parles de santé, la protection sociale. Nous, on a vu dans notre périmètre, en UHR, des salariés qui ont énormément consommé, notamment de lunettes, de frais de santé, qui se sont réappropriés notamment par la digitalisation, ces dispositifs-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, la digitalisation, c'est quelque chose qui crée, où là, il faudra peut-être faire attention, c'est l'individualisation. Je pense que moi, c'est ça le risque que je vois, c'est l'hyper-individualisation. Mais ceci dit, on arrive à une croisée des chemins. Et si on ne fait pas ça, on va devenir un vieux pays. Oui, mais l'entreprise, c'est un collectif. C'est un collectif, c'est ce que je disais avant. On parle d'engagement collaborateur, si on parle d'individualisation, ça risque effectivement... L'entreprise, c'est une famille. C'est le partage de valeur. Le partage de la richesse, il doit exister. Sinon, ça ne marche pas. C'est un faux problème de dire il y a des patrons qui sont riches et ça ne marche pas. Moi, je suis tout seul dans ma boîte elle s'éteint.
Donc, il faut être beaucoup plus collectif, il faut rémunérer nos employés et les faire participer aux résultats, aux dividendes. Il y a plein de lois fiscales qui peuvent être créées pour cela. Et donc, du coup, donner de la richesse à nos équipiers, donner de la richesse à nos jeunes, y compris aux gens qui sont en pré-retraite, pour qu'ils aillent aussi consommer et profiter de la vie. Aujourd'hui, on est dans un système où plus personne ne profite de la vie. Voilà. Parce que c'est taxe sur taxe, l'impôt tue l'impôt. Et je crois qu'il est absolument nécessaire d'avoir une réaction, et le Covid doit pouvoir le faire. Nous, c'est pour ça qu'on se mobilise sur les plateaux. On a beaucoup de travail, mais on se mobilise parce qu'on veut que notre métier change, et on veut que nos métiers ne changent pas pour nous, pour nos enfants, pour les générations Bien sûr, futures. la transmission. On va transmettre demain nos affaires. Et c'est nécessaire de le faire maintenant. Je pense qu'il y a un vrai moment, et je pense que les gens ont pris conscience de cela, et il faut qu'il y ait des décisions d'entreprise qui soient faites par le gouvernement et qui soient justes et logiques. Voilà. Et collectives. C'est très important. Et nous, on a développé la coopérative digitale aussi. Et c'est vrai que le digital, ce n'est pas de la société fintech, de la tech qui va écarter l'entreprise et les employés du travail. Non, au contraire, c'est pour vraiment créer du lien. C'est pour aider l'employé dans son entreprise, pour le favoriser sur son temps de travail, pour fluidifier l'activité, créer des contrats opt-in, etc., etc. Et moi, j'encourage les nouvelles sociétés qui font ce genre de choses. Donc, cette nouvelle fonction d'intérimaire est fantastique parce qu'elle va donner de la flexibilité. Alors, elle ne peut pas se suffire à elle-même parce qu'il faut une mixité, il faut des cadres, il faut une culture, un ADN entrepreneurial très important par le management. Mais voilà, c'est ça l'avenir de demain. Et si on est encore là à patiner et à pas prendre de décisions fiscales, sociales, code du travail, apprentissage, éducation, droit civique, j'irais même jusqu'au service militaire, etc., qui est une nécessité selon moi, eh ben on aura un marché du travail où les gosses, ils viendront plus bosser. Donc de nombreux défis à venir, je suis navrée, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci Thierry Grégoire, président UMI Saisonnier. Merci beaucoup Florent Malbranche, cofondateur et PDG de Brigad. Et Laurent Villa, merci beaucoup, président du groupe RX Clave. Restez avec moi quelques petites secondes encore. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de nous quitter, ces fenêtres sur l'emploi, quand exigence et excellence riment avec distance, rencontre avec le fondateur d'une classe préparatoire scientifique 100% digitale.